Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons toutes et tous vécu un printemps très marquant. Marquant d'un point de vue électoral, avec des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées sur plus de 3 mois et un taux d'abstention record qui doit nous interpeller. Il n'en reste pas moins que dans bien des communes bretonnes, nos concitoyens ont su se mobiliser. Je prends pour exemple, au hasard, Paimpol, qui a enregistré un niveau de participation de 10 points supérieur à la moyenne nationale. Je me réjouis tout particulièrement des victoires de la gauche rassemblée à Morlaix et Saint-Brieuc, de l'élection, pour la première fois dans l'histoire, d'une femme, Isabelle Assy à Quimper. Ce printemps a également été marquant d'un point de vue sanitaire, en raison des lourdes conséquences sociales et économiques qui vont découler de la crise que nous venons de traverser et qui n'est pas terminée, et des changements que cette crise rend nécessaires. Nous nous croyons à l'abri, protégés par un système de santé qu'on nous présentait voici encore quelques mois comme le meilleur au monde. Au contact du Covid, toutes nos certitudes ont vacillé. Et je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par le virus. Ce qui fut une longue cohabitation avec la peur nous a renvoyés à la fragilité de nos existences individuelles et des institutions censées nous protéger. Dans la tempête que nous avons traversée, la Bretagne, heureusement, a été relativement épargnée. Nos hôpitaux n'ont pas été submergés, nos services de soins, de secours et de santé ont répondu présent. Le confinement a été mis en œuvre assez précocement chez nous pour être efficace. Mais d'autres territoires que le nôtre, hélas, ont été frappés de plein fouet. Je pense en particulier à la région Grand Est et à la région parisienne. En cette sortie de pandémie, il est évidemment difficile d'écarter la question que tout le monde se pose. La France s'est-elle montrée à la hauteur dans la gestion de cette crise? Nous avons tous été très marqués par le désespoir des soignants qui, au plus fort de la tourmente, pointaient la pénurie de masques, de respirateurs, de surblouses. Leur colère était légitime et très déstabilisatrice, l'impuissance, en bien des circonstances, des pouvoirs publics à y répondre. Heureusement, l'esprit d'initiative, le sens de la solidarité de la société civile ont été exemplaires. Nous n'oublierons jamais la multitude des initiatives individuelles visant à pourvoir en masques les soignants, ainsi que tous les travailleurs susceptibles d'être en contact avec le virus. L'implication des collectivités locales durant cette période a aussi été soulignée, et elle l'a été à juste titre. Les 2 millions de masques qu'en Bretagne nous avons commandés sont ainsi venus satisfaire un besoin absolument vital. Et nous n'en sommes pas restés là. Le projet de COP des masques que vous venez de lancer, Monsieur le Président, doit permettre à la Bretagne d'échapper demain à toute situation de pénurie. Il faut saluer, comme elle le mérite, cette démarche, fruit d'une féconde coopération entre la région, le département des Côtes-d'Armor et son président, M. Alain Cadec. Pour revenir à la crise sanitaire, je vais ici avoir une pensée particulière pour le personnel de nos hôpitaux, soignants, mais aussi administratifs, pour nos médecins de ville, pour nos infirmiers libéraux, pour les salariés des services d'aide à domicile et d'EHPAD, qui, dans ce contexte, ont fait preuve d'un incroyable dévouement. Par leur investissement, ils ont prouvé à ceux qui en doutaient combien sont indispensables à notre pays le service public et ses agents. Il n'en reste pas moins que nous avons raté quelque chose en France. Ce n'est pas le lieu ici, ni le moment, de désigner des responsables et de faire l'inventaire des erreurs politiques qui ont pu être commises. Pour autant, il faut que des leçons soient tirées de cette gestion de crise sanitaire. Et dans cette optique, notre devoir, notre responsabilité est d'être force de proposition. Ce ne sont pas seulement les gouvernements qui ont failli, c'est aussi l'État qui a failli. Le problème que nous avons rencontré est avant tout structurel. L'approche très hospitalo-centrée et la lourdeur technocratique qui ont prévalu ont nui incontestablement à la nécessaire réactivité en temps de crise. Le fait est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une prise en compte beaucoup plus fine des problématiques locales.
La réponse à de tels enjeux de proximité peut-elle venir de l'État ou doit-elle au contraire être assumée par les collectivités territoriales? Rien en vérité ne serait plus irresponsable que d'éluder ce débat sur l'organisation de notre système de santé. Le centralisme et ses effets sur le terrain doivent être interrogés. Pour notre part, notre conviction est faite. Le système D, oui, mais D comme décentralisation. Il est trop tôt pour dire ce que nous tirerons de cette expérience. Mais une chose est sûre, le monde de demain ne sera plus celui que nous avons laissé derrière nous le 17 mars à midi. Et comme l'a si justement souligné Edgar Morin, ce serait terriblement triste s'il ne sort pas de cette méga-crise une pensée politique indiquant la nouvelle voie. La crise sanitaire, économique et sociale a révélé l'extraordinaire robustesse, l'extraordinaire capacité d'initiative et d'adaptation des collectivités territoriales de notre pays. Elles ont tenu bon, la région Bretagne a tenu bon. Je veux d'abord rendre hommage à nos agents, sans qui rien n'aurait été possible. Leur professionnalisme sans faille a permis à notre collectivité de continuer à fonctionner de façon optimale, en dépit de conditions de travail qu'il a fallu adapter. Je veux ensuite saluer l'énergie déployée par notre président Loïc Chenet-Girard, ainsi que par ses vice-présidents, notamment Laurence Fortin, Anne Gallo, Martin Merrier, Gérard Laëllec, Isabelle Pellerin. Et la liste est longue, et je ferai une erreur en oubliant Gaëlle Le Saout et Claudia Rouault, car pour elle aussi cette période a été source d'inquiétude et de travail. Je veux enfin remercier tous les élus de cet hémicycle qui, durant et après la période de confinement, se sont dépensés sans compter pour faire le lien entre nos territoires et l'institution régionale. Toutes et tous, collectivement, nous avons répondu présent. Cette réponse a été puissante et les votes en commission permanente unanimes. Merci aux différents groupes de l'hémicycle. C'est ainsi une enveloppe globale de 130 millions d'euros que la région a engagée entre mars et juin afin de réduire l'impact généré par la pandémie sur les secteurs clés de l'activité régionale. Je me réjouis tout particulièrement, mon cher Jean-Michel, du volontarisme manifesté dans le domaine de la culture, dont on sait combien il est fragilisé par la crise que nous venons de traverser. Maintien pour 25 millions d'euros de notre soutien aux associations impactées par des annulations de manifestations, lancement du processus de mise en œuvre d'une fondation de Bretagne, aide à l'embauche d'artistes et techniciens du spectacle. Nous devons être fiers de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Pour autant, il ne faut pas se leurrer. Nous ne faisons qu'entrer dans un tunnel dont la sortie est encore lointaine. La récession devrait atteindre 11% en France en 2020, contre seulement 6,5% en Allemagne. Nous ressentons déjà les premières secousses de ce séisme social d'une ampleur redoutable qui va nous impacter dès cet automne. Mon collègue Onégan Buis interviendra tout à l'heure sur le drame social qui est en train de se jouer à Morlaix avec la fermeture de Hop, ainsi qu'à Lannion avec le plan social annoncé le transfert de 400 postes en Inde, tous en recherche et développement. J'étais sur place aux côtés des salariés le 23 juin. J'étais aussi présente le 4 juillet à Lannion avec d'autres conseillers régionaux, Mona Braz, Sylvia Garbouillot ou Gabi Cadiou. J'ai entendu les nombreux témoignages, dont celui de Pauline, 25 ans, qui a raconté son enthousiasme quand elle est venue s'installer dans le Trégor, son sentiment de trahison et sa profonde tristesse à l'idée de devoir partir. Pour cette multinationale finlandaise, c'est une décision qui impacte des anonymes. Pour nous, élus de Trégor-Gueulot, il s'agit d'amis et de membres de la famille dont les vies sont bouleversées. C'est tout un territoire qui est touché. Et une fois encore, posons-nous les bonnes questions. Le tout numérique est-il notre avenir? Quel modèle de création d'emplois devons-nous développer pour éviter à un territoire d'être dépendant d'une multinationale à la gouvernance cynique sur laquelle notre gouvernement ne semble pas avoir de prise? Au-delà de Hop Morlaix, de Nokia Lannion, les départs de feu se multiplient dès à présent partout en Bretagne, laissant craindre à court terme un embrasement social de plus grande envergure. Pour que le redressement soit effectif, puissant et durable,
nous n'avons d'autre option que de jouer collectif, par l'instauration d'un partenariat fécond entre l'État, l'Europe et les collectivités territoriales. Dans cette optique, le projet de loi 3D constitue bien entendu pour nous un levier incontournable. Alors certes, la régionalisation et la différenciation ne sont peut-être pas la panacée, mais sur la santé publique comme sur le développement économique, l'expérience que nous venons de vivre démontre les inquiétantes limites de notre pouvoir centralisé, son inaptitude à irriguer les territoires et à s'adapter aux problématiques qui sont les leurs. Je me réjouis de constater que cette forte ambition décentralisatrice, qui a toujours constitué pour la Bretagne un marqueur politique fort, trouve toute sa place dans l'ordre du jour de la présente session. S'il est un domaine où la régionalisation fait sens, c'est bien celui de l'agriculture. Le constat s'impose aujourd'hui que notre modèle agricole est à réinventer. Or, il ne le sera ni par Bruxelles ni par Paris. La régionalisation de la PAC constitue un impératif absolu. Si en Bretagne, nous voulons avoir les moyens d'agir avec les agriculteurs, qui veulent de leur côté avoir les moyens d'engager les transitions d'ailleurs attendues par les consommateurs. Bref, ce processus est incontournable si nous voulons conserver une ambition forte pour nos agricultures et pour nos agriculteurs, avec une vraie politique de renouvellement des générations. Ce combat politique est pleinement légitime. Il fallait oser l'engager. Et nous vous remercions, Monsieur le Président, de l'avoir fait. Je veux aussi saluer Olivier Alain et l'ensemble des membres du groupe d'études et de travail pour la grande richesse de leur rapport, dont nous aurons à débattre durant cette session. Ce travail vient nous conforter dans la conviction que pour la Bretagne, la régionalisation de la politique agricole commune est beaucoup plus qu'une option possible. Elle est une évidence incontournable. Pour le reste, les bordereaux que nous aurons à examiner durant ces 2 jours révèlent combien la région est en ordre de bataille face aux défis majeurs qui l'attendent. Défis économiques et sociaux, évidemment. Le plan de relance qui nous est soumis a le grand mérite de poser très précisément le cadre dans lequel va se déployer l'action régionale dans les mois à venir. Le budget complémentaire de 114 millions d'euros, quant à lui, se révèle à la hauteur de nos espérances. Il est massif et nous sommes bien loin du DM traditionnel. Et il doit nous permettre de soutenir efficacement l'activité dans les grands mois à venir. Il répond à un impérieux besoin alors que la casse sociale qui se profile en Bretagne comme ailleurs s'annonce d'une ampleur exceptionnelle, avec une multiplication prévisible cet automne des plans de restructuration et de licenciement, et un taux de chômage qui, pour la France, selon le FMI, pourrait atteindre 10,4% en 2020. Défis environnementaux également. L'urgence socio-économique nous mobilise pleinement, bien entendu, mais cet investissement doit continuer à s'articuler avec notre engagement, tout aussi fondamental en faveur des transitions. Ce ne sont pas moins de 4 bordereaux qui, lors de la session, se rapporteront à ces enjeux. Biodiversité, économie circulaire, schéma de cohérence écologique, hydrogène. Nous sommes sur tous les fronts d'un monde à construire que nous voulons accueillant pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans sa phase d'élaboration, notre Braille-scope a suscité bien des railleries. Or, sur ce chantier, l'actualité atteste combien nous avons été des précurseurs, de la même manière que nous l'avons été sur la régionalisation et la différenciation. Qu'à force est de constater que la pandémie de Covid est venue démontrer la pertinence d'une telle démarche. Une démarche qui interroge en profondeur nos modes d'organisation et de consommation afin de les adapter aux exigences d'une planète dont nous devons apprendre à préserver les ressources et les beautés. Nous adressons nos plus sincères félicitations à Jean-Michel Le Boulanger, à Isabelle Lebal, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédaction du rapport sur la réunification. Pour nous, la Bretagne sans la Loire-Atlantique a la même saveur, ou plutôt la même absence de saveur que le beurre sans sel. C'est dire si cette cause nous tient particulièrement à cœur. Le rapport qui nous est soumis pose des jalons utiles, dont la mise en œuvre doit permettre à terme de réparer ce qui, à nos yeux, relève d'une injustice historique flagrante. En fin de compte, ce qui ressort des divers dossiers traités lors de cette session, c'est que la région Bretagne est à l'offensive. Notre majorité agit,
propose, trace des perspectives. Elle continuera à le faire jusqu'au dernier jour du mandat, qu'elle prenne fin en mars 2021 ou fin 2022, car c'est ce qu'attendent de nous les Bretonnes et les Bretons. Et un mot rapide, Monsieur le Président, pour terminer, pour dire ma fierté de présider désormais aux destinées de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne. C'est un véritable honneur pour moi d'animer un groupe qui est celui de notre président, et je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée dans la phase si cruciale qui va s'ouvrir sur le plan politique. Bon vent aussi à un nouveau groupe, la Bretagne en marche, et à sa présidente Ine Saoud. Notre majorité est riche de sa diversité et a toujours su se retrouver sur l'essentiel. La passion de la Bretagne et l'adhésion sans faille à un ambitieux projet commun de développement régional. C'était vrai hier et je suis sûre que ce le sera encore demain. Trugaré, merci Bélébène, merci. Merci bien.